à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un regard croisé sur l'hypersensibilité et l'astrologie. Parce que dans ma pratique, j'ai remarqué que l'hypersensibilité, lors de certaines lunaisons, mais aussi selon certaines configurations du ciel, pouvait être exacerbée et provoquer davantage de colère, d'angoisse, de malaise. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'avoir comme invitée Sandrine Verican, une astrologue qui a été une référence pour moi, surtout lors de mes capsules vidéo sur l'influence des lunaisons et l'hypersensibilité, et qui, en plus, est une source d'inspiration. Peut-être que tu ne le sais pas, Sandrine, mais tu es une source d'inspiration dans ce que tu émanes et dans ce que tu amènes grâce à tes lectures du ciel. Alors, aujourd'hui, nous allons ensemble comprendre comment sublimer l'hypersensibilité grâce à l'astrologie, vous donner des conseils pour mieux vivre les configurations du ciel qui nous attendent. Alors, Sandrine, tu te trouves encore à Toulouse aujourd'hui. C'est un lieu, toi, qui t'inspire beaucoup, complètement. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais nous décrire ton parcours, te présenter? Bien sûr, mais d'abord, bonjour à tous. Merci, merci d'être là, de partager ce moment ensemble. Merci à toi pour cette invitation. Donc, je m'appelle Sandrine, je suis astrologue, auteure aussi. Je pratique l'astrologie depuis que j'ai 14 ans. Je suis tombée dans la marmite à 14 ans parce que ça a été en fait une révélation en Belgique où je suis née. Mon professeur de flamand était passionné d'astrologie et il a voulu nous apprendre les signes astrologiques et les signes du zodiaque en flamand. Je ne m'en rappelle pas. Par contre, je me rappelle de son enseignement et de sa transmission. C'était un véritable passionné d'astrologie. Et là, j'ai eu un déclic, véritablement. Je me suis dit, là, il y a une clé, il y a enfin le mode d'emploi peut-être du pourquoi, du comment de cette vie sur Terre, une carte du ciel, une carte, un GPS cosmique qui est là parce que c'est vrai que l'adolescence, c'est toujours un moment sensible et où on est dans, voilà, où aussi, bon, à 14 ans, en astrologie, c'est un cycle particulier, c'est c'est un rendez-vous avec Saturne, Saturne, le maître du temps. Et donc, voilà, c'était pas par hasard non plus que ça arrive pour moi à 14 ans. Et puis ensuite, l'astrologie a toujours été là. J'ai pris des cours, je lis. C'est une lecture pour moi qui est à la fois onirique, symbolique, archétypale, bien sûr, et qui m'accompagne tout le temps comme une musique qui danse dans ma tête. Je te parle, tu vas me dire un mot, je dis, bah, ça me fait penser à tel aspect. Et voilà, et j'aime lire la vie et raconter la vie, et particulièrement au moment des lunaisons, au travers de ce langage euh, symbolique, poétique, bien sûr, mais qui nous, finalement, ouvre les portes de beaucoup de choses, parce que par le symbole, on accède à l'invisible, et puis dans l'invisible, les choses se trament, se mettent en place. On ne sait pas comment, par quelle magie, mais il y a une clé qui se déverrouille et on avance. Une question que j'avais à te poser, effectivement, c'est comment elle t'a aidé, l'astrologie? Parce que on te voit épanoui, on te voit dans ton axe tout le temps, dans tes vidéos, on sent que tu es vraiment inspiré. Quel est son apport dans ta vie, en fait? Alors, il est multiple. Déjà, mon premier rendez-vous d'astrologie n'était pas le rendez-vous le plus... C'était mon cadeau d'anniversaire à 16 ans, en Belgique, avec un astrologue très connu en Belgique. Et ma maman, en fait, avait eu l'occasion de faire son thème astral avec lui dans le cadre d'une embauche professionnelle. Donc, déjà, il y avait quelque chose d'étonnant, quoi, en fait. Son patron lui avait dit, voilà, écoutez, nous, on a vraiment envie de vous embaucher, vous, mais est-ce que vous acceptez, est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse votre graphologie et un rendez-vous aussi avec un astrologue? Bien sûr, vous avez ce rendez-vous, mais il nous fera un compte-rendu. Mais le rendez-vous, vous serez libre à la fin de dire si vous êtes d'accord ou pas. Et donc, moi, elle savait que j'étais passionnée.
Elle m'avait offert un livre d'astrologie déjà. Et puis donc, comme cadeau d'anniversaire, pour mes 16 ans, j'ai eu ce rendez-vous. Et moi, à l'époque, je rêvais d'être comédienne. Mon rêve, c'était de faire du théâtre. D'ailleurs, je faisais des cours de théâtre, c'était ma passion. Et ce monsieur m'a dit, pas du tout, vous ne serez jamais comédienne. Donc ça a été... il était très bon astrologue, mais un peu à l'ancienne, avec des méthodes un peu... Enfin, il manquait de cette finesse. Et donc, moi, je me rappelle que cette première consultation d'astrologie avait été une véritable déception. Bon, en même temps, on ne peut pas dire qu'il se soit trompé, mais je pense qu'il y avait... Enfin, le souvenir que j'en ai, c'est que c'est pas comme ça. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est trop brutal. Pour le coup, en plus, à 16 ans, normalement, il faut faire attention. Ensuite, à 18 ans, j'ai rencontré mon astrologue, qui est toujours mon astrologue, Marie-Noël Baudron, qui, elle, m'a... Donc, là, j'étais toujours en train de faire du théâtre. Je faisais le cours Florent à Paris. Mais en même temps, l'astrologie était là. Et je me disais, mais est-ce que vous pensez que je pourrais éventuellement faire de l'astrologie? Et en toute finesse, elle a regardé mon thème et puis elle m'a dit, mais oui, mais par contre, vous ne serez jamais une astrologue comme les autres. Sandrine, vous ne serez jamais une astrologue comme les autres. Je l'entends dans ma parler. Et puis, on a longuement parlé de mon thème. Donc déjà, l'astrologie, c'est en premier, regarder la carte du ciel, et c'est le voyage de notre âme sur cette terre. Qu'est-ce que ce langage symbolique raconte de notre expérience terrestre, de nous, de nos talents, de nos ressources, de là où c'est un petit peu plus douloureux et où on a des blessures d'âme, euh, du transgénérationnel que l'on porte. Voilà, déjà, rien que ça, c'est... Et c'est pas en une séance. Moi, je fais le point au moins une fois par an avec mon astrologue. Et à chaque fois, on revient sur certains points. Elle me dit, mais Sandrine, c'est logique aussi en même temps. Avec votre Vénus, ça ne peut être que ça. Enfin, bon, on parle un langage d'astrologue, bien sûr, mais la base, c'est la carte du ciel qui nous permet vraiment de donner du sens au pourquoi du comment, je dirais, et à nos ressources, nos ressources, nos talents, là où on a quelque chose à aller, à révéler, à aller creuser, et puis là où on peut aller faire un travail d'alchimisation, hein, donc transformer le plomb en or, l'expérience douloureuse en résilience. Voilà. Et ensuite, les transits astrologiques. Combien de temps ça va durer? Quand on traverse une période super relou, voilà, je parle là, mais vraiment, c'est OK. Moi, c'est. Alors, je le sais, je peux regarder mon thème, mais j'ai remarqué, tu sais, où tu me dis que je suis très alignée et tout, je te remercie, mais je suis la première, quand je vois arriver un transit de Saturne, de me dire, ah mon pitié, surtout pas, Ouais, Saturne. alors que je suis tout le monde, c'est de l'ordonner, mais j'ai rendez-vous avec mon astrologue pour qu'elle m'aide à avoir un regard extérieur, parce que malgré tout le travail que je fais sur moi, et les puissants, j'ai des peurs et on projette plus facilement le négatif que le positif. Alors je le sais, je prends du recul, voilà. Mais l'astrologie m'aide donc vraiment à, je vais dire, anticiper, mais anticiper sans peur, et tout en acceptant que c'est pas parce qu'il y a un transit de Saturne, ça va se passer forcément. C'est pas un livre de recettes. Voilà, c'est quel est mon rendez-vous avec Saturne cette fois-ci, en fait. En fait, c'est quand même important de le nommer comme ça parce que, comme toi, j'ai fait mon thème astral cette année avec Caroline Moy et qu'on salue, puisque c'est toi qui m'en l'a présenté. Et bien sûr que dans la maison 2, j'ai aussi Saturne, j'ai dit, bon, enfin, oh, et je lui ai dit, mais enfin, cette carte, elle me fuit. Ça me fait presque peur parce que j'ai l'impression, tu vois, que c'est des pièces qui sont données et que j'ai pas possibilité de mouvement. Et je me suis dit, mais enfin, quand même, Caroline, à la fin, c'est quand même l'idée, c'est quand même de pouvoir sublimer tout ça. Puis je me dis, bah, bien sûr, l'idée, c'est quand même, au bout d'un moment, de t'en détacher. Enfin, comme tu le dis si bien, dans un esprit d'alchimiste qui transforme,
qui le dépasse, qui le sublime, peu importe comment on l'appelle. Mais je trouve qu'il pouvait avoir un côté très enfermant, ce thème astral, tu vois, qui donne des Tout toutes dépend en même comment- temps. Oui, oui, complètement. Ça dépend comment on l'interprète, en fait. C'est une question d'état d'esprit et puis de travail sur soi. Un Saturne en 2 peut être très plombant si on fait jamais si on fait pas le job. Bah, il restera plombant, quoi qu'il arrive. Et c'est là où l'astrologie peut être déterministe. On y reviendra parce que toi, justement, tu le fais pas du tout de cette manière-là. Tu n'abordes pas du tout l'astrologie de manière déterministe et Non. au contraire, et c'est ce que je trouve très appréciable chez toi, c'est que vraiment l'idée, c'est d'avoir des outils et de l'utiliser les planètes, j'ai envie de dire, dans leur sens du poil. C'est un peu ça. Oui. Mais en fait, je me souviens d'une très jolie discussion que j'avais eue avec un ami astrologue où il me disait finalement, un transit astrologique, c'est quoi? Bon, un transit, déjà le terme, c'est vrai qu'il n'est pas glamour en soi, hein, mais bon, c'est vraiment quelque chose qui passe. C'est quelque chose qui passe. C'est une transition vers autre chose. Et en fait, c'est une transition d'un état d'être à un autre état d'être. Et donc, si on lutte, si on résiste, ça ne fonctionne pas. Si on va tout de suite dans le sens de la planète, ben alors c'est magnifique. Ça ne veut pas dire que ça va être simple. On prend un transit de Saturne, par exemple. Qu'est-ce que Saturne? Saturne, c'est affronter la réalité, c'est des restrictions, des frustrations. C'est jamais drôle. Mais en fait, c'est de l'or, comme le dit Luc Biget, c'est de l'or donné, il ordonne. Mais il donne de l'or. Alors c'est sûr qu'au départ, on n'est pas content parce qu'en fait, on a vraiment cette sensation de privation et ça vient réouvrir des blessures très très fortes qui sont des blessures d'abandon, de rejet. Et des blessures qui touchent à la survie, en fait, au cerveau reptilien limbique. Donc, encore plus, c'est au-delà de l'inconfortable. L'inconfortable, ça se gère avec la conscience élaborée. Saturne, on va toucher dans dans des peurs vitales. Donc là, il n'y a plus de conscience élaborée, il n'y a plus de logique, on est juste pété de trouille, en fait. Et donc là, le cerveau, il n'est pas intelligent, il est juste performant et il nous aide à faire du mieux que l'on peut en fonction de ce que l'on traverse. Donc, bien sûr, à un moment, la conscience élaborée revient. Et c'est là où on va aller accompagner ce transit de Saturne en faisant un travail d'autoconscience, d'auto-évaluation, ou en se faisant aider par un thérapeute, par un coach, pour faire la part des choses, donc ramener finalement du conscient dans l'inconscient, ou de la conscience élaborée, et faire la part d'âme, en disant oui, en fait, ok, là, je suis dans une frustration, une souffrance extrême, mais en fait, je lâche quelque chose qui ne me sert plus. Un conditionnement, une croyance, et c'est pour avancer vers un mieux-être. Et donc, en fait, c'est une transition d'un état à un autre qui peut s'avérer En fait, c'est cette sagesse intemporelle. Depuis la nuit des temps, on dit avec le temps, tout s'en va. Et quand on prend du recul, on se rend compte que la porte qui s'était fermée, en fait, elle ouvrait sur plein d'autres choses. Mais au moment où on le vit, c'est plus difficile. Et c'est là où l'astrologie, par sa symbolique et par sa capacité à donner finalement des deadlines, nous aide énormément. Enfin, en tout cas, personnellement, je trouve que mais je remarque, ma fille, par exemple, qui a eu un chagrin d'amour et qui n'était pas bien, et je lui disais, mais ma chérie, c'est sûr que là, Saturne sur ta Vénus, c'est pas drôle. Elle me dit, mais j'ai l'impression qu'il est tout le temps là, maman. Il s'arrête jamais. Et la première question, c'est, ça dure combien de temps? Combien de temps ça va durer? Non, on ne sait jamais ça. En astrologie, si, tu sais combien de temps va durer le transit de Saturne. Après, il y a bien sûr combien de temps va-t-on entretenir un état douloureux et tout. Bon, là, ça, c'est vraiment, il faut aller à la rencontre du thème astral. On n'est pas tous les mêmes face à une perte, face à un chagrin. On a tous notre propre chemin de résilience et notre propre façon d'accepter ou d'affronter la réalité. Absolument. On va pas détailler comment lire un thème astral, mais je me posais la question, puisqu'on parle d'hypersensibilité, si il y avait des planètes qui pouvaient nous parler d'une grande sensibilité ou d'une sensibilité particulière, et lesquelles sont-elles? Alors,
Complètement, tu vois, je réfléchissais ce matin en me réveillant, justement, je me disais, tiens, on a rendez-vous toutes les deux. Et je pensais vraiment à, ok, je pense que nous sommes tous des hypersensibles qui s'ignorent. Ça, je le crois profondément. Maintenant, euh, dans un thème, moi, je prends le thème de ma fille, quand elle est née, Marie-Noël m'a dit, bon, c'est une hypersensible. Elle a un frère jumeau qui a le même thème et qui est donc aussi un hypersensible. Mais lui, il exprime l'énergie masculine du thème puisque c'est un petit garçon, enfin, c'est un jeune homme maintenant. Et en fait, il a comme protégé sa sensibilité. Bon, ben déjà, il est né avec une différence qui le protège. Mais au-delà de ça, il a, dans son expression, les planètes masculines de son thème vont dans un yang qui le protège. Alors que les planètes féminines, qui sont l'expression première chez ma fille, sont d'un yin hyper sensible qui font que voilà. Donc Neptune est un rendez-vous de sensible, un grand rendez-vous de sensible. Le cancer, la lune, bien sûr, dans sa réceptivité. Voilà. Après, Jupiter aussi, hein, puisqu'il y a Jupiter, tout est grossi, tout est amplifié. Donc voilà, on peut. Mais selon comment il va s'exprimer, selon les signes, donc le poisson, les poissons, mais la Vierge aussi, le Scorpion, tous les signes d'eau. Mais ça ne veut pas dire que les signes intellectuels, type Gémeaux, sont pas des sensibles, parce qu'en fait, ils peuvent avoir une corde neptunienne très forte. Oui, type toi et moi qui sommes Verseau, on a Ben, aussi. nous sommes des sensibles qui avons la capacité de nous échapper, en fait, de partir, tu vois, rejoindre les étoiles. Le Verseau est un sensible perché. Non, mais c'est une capacité d'évasion. Maintenant, je voudrais vraiment, pour moi, c'est très important. Pour moi, c'est une observation que j'ai faite. Euh, les plus sensibles, ce sont ceux qui le paraissent le moins, hein, finalement. C'est comme ça que tu vois la grande sensibilité, c'est qu'il y a des gens qui n'ont qu'une grande part de la place. De la grande carapace, parce qu'en fait, finalement, des Saturniens, des Capricornes très très forts dans un thème, en fait, ce sont des personnes qui ont vécu beaucoup, beaucoup, souvent des abus d'autorité dans leur enfance et qui, en fait, la seule chose que le cerveau ne sait pas gérer, c'est vraiment l'incohérence. L'incohérence, ça rend le cerveau complètement fou. Et donc, l'incohérence va tout de suite entraîner une adaptation, voire une suradaptation. Et la réponse va être diverse en fonction, mais là on peut le voir dans le thème. Et forcément, si dans l'adaptation c'est bon, ok, je me forge une armure, je deviens adulte parce que j'ai pas d'adulte autour de moi et finalement, bah, c'est moi l'adulte dans cette histoire depuis ma plus tendre enfance. Il n'y a pas de place pour la sensibilité. Mais un jour, ça sort. Un bon petit transit de Pluton, un bon petit transit de Neptune, et wouhou, c'est les flots. Ça va arriver à 60 ans. Hein? Ah, génial, à 60 ans. Mais oui, bien sûr, complètement. Quand on a porté tout à bout de bras et puis que finalement on a fini son job saturnien de responsabilité, de tout porter, d'être l'adulte de tout le monde, on va peut-être enfin aller s'occuper de l'enfant intérieur. Est-ce que c'est pas trop tard? Je sais bien que j'ai la réponse, Sandrine, mais Non, bien sûr que non. Parce que si on continue, si on part dans la logique que depuis que je suis née, c'est moi qui porte tout à bout de bras, c'est moi qui tire la charrette, je suis l'adulte, et donc je suis le parent de mes parents, ensuite je suis le parent protecteur de mes enfants, mais dans la peur, puisque ben, voilà, dans des peurs incommensurables. Je suis le parent de mes employés, je tire. Et puis, ben non, à 60 ans, il se passe pas, il n'y a pas le barrage neptunien qui vient, l'eau qui vient. Qu'est-ce qui se passe? On continue comme ça sur un moteur avec pas forcément les bons neurotransmetteurs. Enfin, il n'y a pas de bons mauvais neurotransmetteurs, mais on va charger peut-être en performance, en glutamate, en whatever. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon. Donc, il vaut mieux. Non, non, il n'est jamais trop tard. On peut tous avoir des belles épiphanies.
Et sur cette terre-ci, sur cette terre à Toulouse particulièrement, c'est un laboratoire pour l'âme. C'est impressionnant. Je remarque ici beaucoup de personnes qui sont beaucoup dans leur yang viennent sur cette terre yin et se révèlent en fait, se révèlent et j'ai pas plus tard que hier, non avant-hier, on a fait un breathwork et où j'ai vu de très jolies choses arriver quoi en fait. C'est magnifique. Où la coquille commence à craqueler, où les choses en train se détendent. Quelqu'un qui est dans ce deuxième retour de Saturne et donc en fait qui doit envisionner une nouvelle façon de prendre ses responsabilités et ses charges et ses charges mentales. Et puis une personne qui a en fait euh, qui avait du poisson très très fort, mais qui n'avait jamais complètement laissé s'exprimer et qui aujourd'hui est sur ce chemin. Donc non, il n'est jamais trop tard. On en a parlé, tu l'as un peu dit, mais toi, est-ce que tu t'estimes, dans ce que tu connais de l'hypersensibilité, hypersensible? J'ai une grande force mentale. Et donc, en fait, je pense que c'est ma carapace. Je pense que je le suis, oui, oui, je le suis, mais j'ai alors, j'ai une grande force mentale. J'espère que c'est pas pompeux de dire ça, mais j'ai vécu des grosses épreuves dans ma vie, vraiment, et où si j'avais pas eu cette capacité à je sais pas comment, je sais pas d'où ça vient, c'est comme ça, c'est en moi. Euh, je me serais certainement effondrée. Alors, ça veut pas dire que l'hypersensibilité, ça veut dire qu'on s'effondre. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Euh, mais donc, du coup, je dis qu'avec cette force mentale, je peux paraître insensible, en fait, des fois. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Je me posais la question si c'était justement en lien avec ce signe, parce qu'on est là-dedans. Alors, bien sûr qu'il y a plusieurs paramètres, mais est-ce que le signe du Verseau ne peut pas donner cet aspect un peu intellectuel, qui intellectualise un peu les émotions, puis qui dit, bon, ben, on y va. Enfin, je me reconnais totalement dans ce que toi, tu racontes, parce que c'est pareil. C'est, OK, tout. J'ai une hypersensibilité, moi, qui est plutôt sensorielle, euh, plutôt environnementale, enfin, voilà, on va dire même subtile, émotionnelle. Je suis pas une hyper émotive. Il faut pas confondre l'émotivité et la sensibilité. C'est deux choses complètement différentes. C'est aller à l'étymologie des mots, en fait. Hein, et pour moi, oui, je pense que je suis une hypersensible. Par contre, je suis pas une hyper émotive. Non, clairement pas. Mais tu sais, j'ai très peu d'eau dans mon thème. Mais par contre, j'ai le nœud sud en cancer. Et le nœud sud, c'est finalement un point souvent mésestimé, sous-estimé. Dans beaucoup de cartes du ciel, il n'y a que le nœud nord. Comme si le nœud sud ne comptait pas. Alors qu'en fait, le nœud sud est plus important que le nœud nord. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes, là où il y a le nœud sud, ils font des rangs. Moi, j'ai le nœud sud en cancer. Je suis entourée de cancer. Entourée. Plein d'eau. Qui sont hyper émotifs. Et où je suis là, je dis, mais pour de vrai, les mecs, bon, bah allez, ok, alors on va pleurer. Alors bon, on va pleurer. Alors, hein, bon, j'attends. Mais ça ne veut pas dire que je pleure pas. Hein, attention, j'ai des. Mais voilà. Et tu vois, on est sur des. En fait, c'est on a tous notre façon de décharger aussi nos chagrins, voilà. Mais j'ai une force mentale qui s'est forgée aussi au fil du temps avec les épreuves. Hein. Voilà. C'est comme ça que je suis née. C'est comme ça que je suis venue faire l'expérience sur Terre. Et aussi peut-être pour pouvoir partager et transmettre mes astuces en toute humilité, hein, mes tricks, enfin, voilà, on va dire ce qui a fonctionné, ce qui peut aider. Mais tu vois, je me rends compte que je te dis ça et en même temps, ça marche avec ceux qui vibrent, qui fonctionnent comme moi. Je vois bien ma fille qui est complètement hypersensible. J'apprends à me taire, à faire preuve de beaucoup d'humilité et à juste écouter et, à arrêter de donner moult conseils qu'aucune personne qui est en souffrance n'a envie d'entendre. Mettre des mots, c'est intellectualiser. Et donc, en fait, c'est quelque part faire un déni de la douleur et ne pas la laisser traverser le cœur, le corps,
l'âme, pour qu'elle puisse s'écouler, suivre son chemin et avancer. Mettre des mots, c'est une forme de maltraitance qu'on s'inflige, ou c'est l'intellectualisation, c'est une mise à distance qui peut être une solution gagnante de survie, mais temporaire. Et c'est là où c'est très intéressant, où je te rejoins, c'est que, comme tu le dis, c'est des émotions qui nous traversent, il faut les laisser faire leur chemin. Et la plupart des hypersensibles, dans ceux que je rencontre, et c'est ce que j'ai expliqué dans un podcast récemment, c'est que ils n'ont pas le contenant, ou le contenant n'est parfois pas suffisamment solide pour laisser faire ce mouvement, et parfois ils sont déstabilisés et mis en insécurité. Alors, je ne sais pas si toi, ça te parle au niveau astrologique quand je parle de ça, ou si ça, tu fais des liens avec d'autres choses. Ben, en fait, oui, on n'est pas tous équipés pareil, voilà. Mais il y a pas de bon point, de mauvais point, il y a pas de, on est comme on est. Euh, et chaque thème astral est unique. Chaque thème astral a sa partition, sa mélodie, ses notes de musique. Deux thèmes astrales similaires vont être, les jumeaux astraux vont être une danse spécifique, parce qu'il y a cette âme humaine qui vient aussi jouer sa propre mélodie, le tissu social, l'environnement. Donc pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a aucune règle en fait. Voilà. Il y a à se mettre en résonance en tant qu'astrologue avec la personne qui est en face de nous, euh, dans une écoute active, dans une écoute empathique, une vraie écoute des mots qu'elle emploie pour le moment de la rencontre, où on va lui transmettre finalement la richesse des symboles de son ciel, le sens peut-être du passage qu'elle traverse, et toujours avec beaucoup d'humilité, ne jamais affirmer, suggérer, voir comment ça résonne en elle, parce que dans les moments les plus douloureux, les plus complexes, on a besoin d'être guidé, d'être accompagné, mais jamais d'être gourouisé. Certainement pas. Et l'astrologue qui est dans une position de sachant, puisque lui, il a accès au langage des étoiles, il pourrait très vite rentrer dans ce pouvoir en disant, vous vivez ceci, donc c'est cela, et moi, je vais vous dire. Non, non. Qu'en pensez-vous? Comment est-ce que ça résonne? Il n'y a pas que les astrologues, hein. Il y a des grands professeurs qui sont capables de faire ça aussi, hein. Des grands Thérapeute, hein. Oui, oui, de thérapeutes, voilà, qui sont... Bon, alors, vous souffrez de ça et c'est comme ça que ça se passe. Moi, ce que j'adore dans l'astrologie, telle que je la pratique, ou telle que Caroline Moy, dont tu as parlé tout à l'heure, la pratique, telle que de nombreux astrologues que j'apprécie énormément la pratique, c'est qu'il y a toujours ce mouvement, cet échange, voilà ce que c'est, voilà ce que ça vient dire. C'est une grille de lecture. Et quel est le chemin? Et ça fait un chemin à l'intérieur de la personne. Et les mots qu'on va employer, il faut veiller à ce qu'ils ne soient jamais enfermants, justement, ouverts. Ça, c'est le plus important, c'est le plus délicat dans la pratique. 2024 a été intense pour beaucoup de monde. Je sais que beaucoup de monde dans ma clientèle, en tout cas, attendent de tourner la page pour entrer en 2025. C'est dû à quoi? À ce fameux passage de Pluton en Verseau. Enfin, je sais qu'il y a eu plusieurs choses, mais comment tu peux analyser ce qui se passe là, et comment sera cette fin d'année, ou comment l'aborder? J'aurais bien aimé t'entendre là-dessus. Alors, chaque année, on a envie de tourner la page. Pourquoi? Parce que chaque année, à la fin de l'année, on célèbre Yule, le moment où le yin va progressivement redevenir un yang, les nuits les plus longues, la renaissance du soleil. C'est énergétique. Hein, l'astrologie nous parle vraiment de ce rythme, de cette cyclicité. À chaque nouvelle lune, on a envie de tourner la page.
À chaque pleine lune, on a envie de tourner la page. À chaque fois, puisque nous sommes cycle, nous sommes rythme. Donc, nous avons toujours ce besoin, c'est un besoin naturel que nous avons en nous de nous renouveler. Il y a des études aujourd'hui qui montrent que quand on prend une nouvelle habitude, 3 heures, 3 jours, 3 semaines. Au bout de 3 semaines, on veut passer à autre chose. Voilà. Nous sommes cycle. Donc, c'est la roue qui tourne. Et dans cette grande roue cosmique qu'est la vie, l'astrologie, c'est l'étude des cycles planétaires. Et donc là, il y a un grand cycle, un très très grand cycle, qui est celui de Pluton. Pluton qui nous parle de nos morts et renaissances. Donc, c'est vraiment, Patrick en parle beaucoup, Patrick Gianni, hein, la fin d'un cycle plutonien dans l'énergie du Capricorne, où collectivement, c'est la fin d'un vieux monde qui, on le voit bien, ne peut plus fonctionner comme ça. Et c'est surtout, je dirais, la vieille Europe. Parce que moi, je vis ici au Mexique, ça n'a absolument rien à voir avec la vieille Europe. Ici, on est déjà dans une énergie de tout est possible, ils avancent, ils attendent personne. Alors, il y a, attention, un vieux monde aussi qui est en train de s'écrouler ici, c'est celui d'un patriarcat très très fort aussi, avec une violence envers les femmes. En fait, partout dans le monde, il y a des vieux mondes qui s'écroulent. Mais je dirais que l'analyse que j'ai, moi, et le ressenti que j'ai, dans les pays émergents, il y a déjà cette notion très verso de ils sont déjà. Le verso, il a toujours deux ou 3 temps d'avance. Il est toujours en avance sur son temps, le verso. C'est sa plus grande souffrance d'ailleurs. Hein? Qu'il est en avance sur son temps. Le verso, c'est l'énergie des premiers printemps. Donc Pluton rentre dans le verso. C'est pour ça qu'on a des innovations incroyables, d'où l'essor de l'IA. Enfin, on se dit, là, c'est de la science-fiction, on va aller vers un monde à la Aldous Huxley. Enfin, qu'est-ce qui se passe? On verra bien. Il faut savoir que les aspects il y a des aspects challengeants, mais il faut savoir que Pluton va dialoguer de façon très intéressante avec Uranus. Donc, on va avoir des belles innovations aussi. Il faut faire confiance aux générations futures. Moi, je pense vraiment, quand on s'inquiète comme ça pour l'avenir, je dis faisons confiance aux générations futures. Faisons confiance aux générations futures, c'est le propre du Verseau. Voilà. Bon, donc c'est la fin d'un monde et c'est sûr qu'en Europe, l'Europe a ce côté Capricorne, vieille tradition, enfin, qui sont très agréables. Ouais, moi, ce qui me manque quand je suis ici, c'est cet ancrage, ce côté traditionnel de la vieille Europe. Et en même temps, je me rends compte à quel point l'Europe s'encroute dans quelque chose et que ça peut, enfin, quand je vois ce qui se passe au niveau politique en France, d'un point de vue astrologique, hein, je me dis, mon Dieu, tout ce temps qui est perdu et pendant ce temps-là, ici, ça bosse, ça avance, ça y va. Hein. Et les jeunes générations, parce qu'il y a plein de jeunes français, jeunes argentins. Bon, je rencontre beaucoup de jeunes, je dis entre 30 et... Ils sont là pour créer ce nouveau monde. Et donc, je suis extrêmement confiante. Un monde, du coup, qui sera plus humain, parce que fraternel, le Verseau, il a ça. Oui. Et puis, surtout, ils détachent de la matière. Parce qu'ici, ils sont dans le less is more, ils vivent vraiment... ils vivent un peu comme des... ceux que je rencontre, c'est des digital nomades aussi. Enfin, ils ne sont pas attachés à la matière comme nous le sommes. Nous, les vieilles générations, avec nos traditions, voilà. Il y a cette énergie-là ils viennent créer une nouvelle façon de fonctionner. C'est-à-dire une nouvelle façon aussi d'entrevoir l'argent. Quand tu parles de matière, c'est aussi l'argent. Pas du tout le même rapport à l'argent. Il y a minimalisme. C'est pas la société de consommation. Non, ça n'a rien à voir. Vraiment. C'est passionnant. C'est beau à voir. Alors, est-ce que c'est représentatif? Je ne suis pas sociologue. C'est mais moi, je vois ça et ça résonne avec l'énergie de Pluton en Verseau. Et donc, en fait, on est
Il vient de rentrer en Verseau, mais on, on vit encore la fin de son passage en Pluton, quoi, en fait. Donc voilà, c'est ça qui est épuisant sur le plan collectif, mais je dirais beaucoup plus, je pense, en Europe. Oui, parce que là, les gens, effectivement, sont fatigués. Cette fin d'année, on espérait un petit peu souffler, puis on voit que finalement, euh, ben, il y aura encore du travail, quoi. Et bien sûr on tourne une page, c'est ce qu'on souhaite, mais les années sont quand même, comme tu le dis, des cycles, et finalement, les perles se mettent les unes après les autres, et 2025 sera pas forcément absolument révolutionnaire. Il faut pas non plus s'attendre à ça. Il faut s'attendre à rien. Il faudra presque s'en fiche de savoir ce qui va se passer. Il faut juste, en fait, être dans cette dynamique de le meilleur est à venir, quoi qu'il arrive, et se concentrer sur soi et ne pas s'attendre à quoi que ce soit de l'extérieur, puisque la réponse ne viendra jamais de l'extérieur. Jamais, 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 au plus grand, jamais. Donc on s'en fiche de savoir, d'ailleurs, je pense que, et pourtant je l'ai eu fait, hein, regarder un peu les planètes, les énergies et tout, mais je ne le fais plus, parce que je me rends compte que ça nous met sous une forme d'autorité et de pouvoir extérieur, et où on se déconnecte de ce qui est à l'intérieur de nous et de notre créativité, parce qu'on cherche à savoir, et donc en fait ça veut dire qu'on est dans la peur, qu'on veut faire baisser son niveau de peur. Et à partir du moment où on est dans des peurs, on va s'en remettre à une autorité extérieure, à un pouvoir extérieur, à un gourou. Et le gourou, ben, ça peut être le grand Pluton, le grand transit de Pluton dans le signe du Verseau. Ça va très très vite en fait. Ça va très très vite. Je te remercie de dire ça parce que, tu sais, celle qui a parlé des personnes qui avaient une grande sensibilité au tout départ, elle s'appelle Hélène Aron, et elle a écrit un livre qui a été traduit, Ces gens qui ont peur d'avoir peur. Et puis, comme tu le nommes très bien, c'est important, ben, des fois juste de les regarder en face, les peurs, hein, et puis de ne pas essayer de absolument se raccrocher à tout ce qui est à l'extérieur pour pouvoir se rassurer, mais retrouver notre sécurité intérieure par nous-mêmes. Et ça, c'est un challenge, c'est un travail. Je pense que c'est le travail de toute une vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entrevois. Mais c'est aborder aussi l'astrologie d'une autre manière, du coup. Parce qu'il y en a plein qui vont dire, ben, qu'est-ce qui va se passer cette année? Tu vois, ma question, elle était aussi comme ça. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Est-ce qu'on aura aussi des transits, des lunaisons qui vont nous secouer, etc. À quoi on peut s'attendre? Comment on peut, tu vois, mettre du contrôle là au milieu? Partons du principe que chaque pleine lune est remuante, puisque une pleine lune exacerbe tout. Amplifie les émotions, amplifie la colère, amplifie tout. C'est une immense caisse de résonance. Tout est mis en lumière. Et c'est nécessaire. C'est le propre de notre voyage sur Terre. Nous sommes sur Terre pour apprendre et pour évoluer. Notre âme a défini un chemin, vient vivre des expériences énergétiques. Et à chaque lunaison, il y a une mise en lumière, X ou Y. T'as un conseil pour bien les vivre, c'est J'aime beaucoup ce mantra de se dire cela aussi passera. Cela aussi passera. Tu verras, ça passera. Tu verras, ça va passer. Tu verras, ça va passer. Tout passe. Voilà, juste de se le dire à soi comme ça, comme je viens de le faire. Allez, tu vas voir, ça va passer. Ça va aller, ça va passer. Donc, c'est d'avoir une certaine confiance aussi dans le fait qu'on peut traverser tout ça. Ben, et puis alors, ça passera. Et puis d'autant plus que savoir aussi que comme tout est exacerbé, les moments de nouvelle lune et de pleine lune, c'est des moments de grande subjectivité. Donc, il faut attendre que ça passe avant de décider si c'est vraiment important ou pas. Hein. Parce que ça pourrait ne rien vouloir dire. Exactement. Ça vient juste montrer que là, on a la possibilité de, comme le dirait très bien Marie-Françoise Noguès, hein, avec qui je fais ma formation en pratique épigénétique, méthode Noguès, qui est vraiment, elle forme en Suisse aussi, hein, c'est vraiment magnifique.
Ça nous montre là où on a l'avantage de progresser. Ça veut dire que dans ces moments où c'est exacerbé, où je suis dans la souffrance, Je le je vois. progresse. Oui, parce que c'est ce que je m'en rends compte. Comme je le vois, ça veut dire que je me mets plus des œillères. Maintenant, je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir, mais à partir du moment où j'en ai conscience, ça veut dire que je suis déjà en train de progresser. Que si je ne le voyais pas, je continue. Enfin, on voit bien, les personnes qui répètent toujours le même schéma et que tout le monde lui dit, mais enfin, et elles continuent, elles sont pas capables de faire autrement et il n'y a pas de jugement. Cette façon de fonctionner est une super sécurité, même si elle n'a aucun sens. C'est la logique du cerveau qui n'est pas intelligent, qui est performant Oui, et qui nous et protège. qui nous protège. Le cerveau nous protège. On pourrait dire que les pleines lunes nous mettent face à nos vérités. Pas que, mais oui, les pleines lunes, oui. Des choses qu'on n'a pas envie de se voir, qu'on n'a pas envie de regarder, qui nous font pas toujours bien plaisir, qu'on met sous le tapis, et ben tout d'un coup ça remonte et puis il va falloir s'en occuper. Ou en tout cas, elle nous donne l'occasion de nous en occuper. Tout à fait, oui, elle révèle. C'est des révélatrices, complètement. Puis c'est une mise en lumière. Bon, après, faut faire attention aux éclipses. C'est différent. Enfin, voilà, mais oui, les pleines lunes, pas toutes les pleines lunes, hein, et puis ça dépend par rapport au thème et tout, hein. Mais voilà, de ne pas faire de généralité avec ce que tu viens de dire, mais c'est très juste. Oui, c'est ça. Mais quoi qu'il arrive, dans ce regard croisé, c'est quand même important de nommer on, on, on parle de manière générale, mais bien sûr qu'après, tout est une question d'histoire, de thème astral, si on prend au niveau Non, mais c'est important de le répéter parce que je vois tellement euh, si tu veux, dans un monde enfin, dans l'expérience terrestre, on est en quête de sens, de réponses, de recettes. Moi, je me souviens t'avoir entendu lors du Covid dire on en aura jusqu'en 2025, c'est sûr. Toi et d'autres astrologues vous nous aviez prévenu quelque part que ça allait pas d'un coup d'un seul tourner. Est-ce que toi, aujourd'hui, ou comment toi, tu vois les effets post-Covid? Ça a été comme un accélérateur, en fait, de prise de conscience, comme un accélérateur euh, il faut passer à autre chose, basculer dans une autre façon de vivre, de fonctionner, de penser, de travailler, en fait. Et aujourd'hui, les aspects qui se sont mis en place et le dialogue des planètes qu'on a eu au moment du Covid, euh, on en est à une nouvelle étape de leur bavardage, en fait. Voilà, c'est des nouveaux rendez-vous. Et entre 2025 et 2026, il y a un dialogue très inspirant qui se noue entre ces acteurs cosmiques de l'année 2020 et ce dialogue inspirant nous réserve, je pense, des surprises intéressantes, inspirantes. Maintenant, c'est vrai que on n'est pas à l'abri de quelque chose de complexe. Enfin, l'ombre côtoie la lumière en permanence, en fait, et c'est vrai que dans l'ombre de ces dialogues, on a déjà la rétrogradation de Mars. Enfin voilà, il y a un petit challenge là sur 2025-2026. Ça nous dit quoi, la rétrogradation de Mars? Ça veut dire, parce que Mars, c'est la planète des guerriers, c'est une planète d'action. Quand elle rétrograde, ça nous amène à quoi, ou comment bien justement l'entreprendre ou l'entrevoir cette planète? Mars qui rétrograde, elle vient nous ralentir. Elle vient nous ralentir dans nos courses folles, elle vient nous ralentir dans l'expression d'un yang dévorant, sanguinaire, qui n'est pas, qui veut faire la guerre. Mais elle ne va pas faire ça à tout le monde. Hein. Elle vient elle vient chercher l'expression, la quintessence de l'expression de l'énergie de Mars. Peut-être elle vient nous faire rencontrer Mars, comment Mars va s'exprimer sur un plan ésotérique.
donc la lumière de Mars. Mars rétrograde en ce moment dans les terres du Lion, dans le feu du Lion. Il va s'opposer à Pluton pour vivre une alchimie très forte avec cette planète et ensuite plonger dans l'eau du Cancer, donc aller à la rencontre de l'énergie féminine et du yin. C'est sûr que l'opposition Mars-Pluton, on va voir ce que ça donne. Pas évident. Pluton, c'est Pluto, c'est une énergie souterraine, c'est une énergie sombre. Mais bon, il faut voir les parallèles de déclinaison. Il y a tellement d'autres paramètres astrologiques à prendre en compte. Hein, donc si on se dit, oh là là, l'opposition Mars-Pluton, c'est la guerre, il va y avoir une explosion nucléaire, enfin, waouh. Attendons de voir. On voit ce qui se passe, par exemple, politiquement en France ou quoi, mais c'est dans ces moments-là qu'émerge la créativité. C'est quand on est confronté à la difficulté qu'on va puiser dans nos ressources. Ça, c'est la nature humaine. Donc moi, je vois le transit de Mars rétrograde comme autant d'âmes qui en ce moment sont en train d'intégrer une nouvelle façon de se lever le matin et d'agir dans le monde et de pénétrer le monde avec une énergie singulière. Parce que Mars pénètre le monde. Hein, c'est l'énergie de la pénétration, c'est l'énergie masculine. Et donc, je me dis que avec ce petit transit de Mars rétrograde, avec lequel on a rendez-vous tous les 2 ans, voilà, il vient aussi nous insuffler une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière d'être en combat ou pas. Rendez-vous avec Mars rétrograde tous les 2 ans, hein, plus ou moins. Tu vois, et c'est comme quand on a un rendez-vous avec Mercure rétrograde, 3 ou 4 fois par an. C'est un moment de faire un reset. Mais là aussi, on peut mettre des warnings. Attention à pas trop vite faire des raccourcis et puis vous dire que quand il y a Mercure qui rétrograde, il n'y a plus rien qui fonctionne. Pas du tout. C'est tout à fait le contraire. En fait, ça peut signifier qu'on rentre dans une période où on a plein de papiers administratifs à faire. Moi, toute la période Mercure rétrograde ici, j'ai fait mes papiers. Ça y est, je suis résidente mexicaine. Voilà, simplement. Donc, tu vois, ça n'a été rien d'autre que ça, Mercure rétrograde. De faire pas mal de déplacements, de démarches administratives en espagnol pour obtenir ma résidence et ma residencia, et puis aussi pour être propriétaire de ma société que j'ai ici. Voilà. C'est rien d'autre que ça. C'était rien d'autre que ça. J'ai signé 2 fois des livres et des oracles avec Mercure rétrograde. Et c'était le moment, c'était compliqué de dire à ma maison. Enfin, j'aurais pu leur dire, je dis, attendez, on va attendre que Mercure soit direct pour que je signe le truc. Je pouvais le faire, mais j'ai dit, c'est pas grave, je le fais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que je rendu mon manuscrit, il a fallu que je revoie ma copie. C'est tout. On ne doit pas s'empêcher de vivre ou de tout planifier autour de ça. Ça n'aurait pas de sens. On n'aura pas de sens. Après, ce qui peut avoir du sens, c'est de demander à un astrologue si c'est le bon moment et de faire une étude personnalisée. Voilà, là, ça devient autre chose. Là, on est beaucoup plus personnalisé. Mais si on le sent, on y va. C'est ça. Et c'est bien, je rebondis là-dessus, si on le sent, on le sent. Et les grands sensibles sentent. Quand on dit je le sens ou je le sens pas, et tu vois là, c'est au-delà de l'émotion, c'est les hypersensibles qui sentent les choses. Ils ont cette intuition. Et donc, on le sent. Et on a le droit de se tromper. En fait, si tu veux, c'est au-delà de ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de se dire, c'est OK. C'est pas dangereux. Pas dangereux. OK, on a le droit de se tromper. C'est un conseil que tu donnerais aux hypersensibles, celui-là? Oui. T'en aurais un autre? Je dirais que en fait, il n'y a pas d'obligation de résultat, en fait. Parce que l'hypersensible, dans son hypersensibilité, il ne s'accorde pas le droit à l'erreur. Il va amplifier
l'échec. Mais il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Il y a, voilà, dans l'hypersensible, tout est amplifié. La possibilité de se tromper va être vécue comme quelque chose qui n'est pas simplement une expérience, ça va être vécu même pas comme un drame, mais comme quelque chose de dangereux, alors que c'est absolument pas dangereux en fait. Pour moi, l'hypersensible est quelqu'un qui depuis sa plus tendre enfance a amplifié ses sens, a amplifié son attention pour sa survie en fait, parce qu'il vivait dans un environnement qui n'était pas rassurant. Et donc, il a amplifié tout. Hein. Donc, hypersensible peut être quelqu'un d'hyper intelligent, enfin, HP, enfin, whatever, je m'en fiche des mots, je mets aucun. Mais en fait, il est dans une acuité forte parce que, oula, si je développe pas ça comme, voilà, comme un petit animal en fait. Hein. Ça, c'est ce que j'appelle développer ses antennes. Complètement. Une hypervigilance tout le temps, tout ouvert. Les yeux, Mais ça, voilà. Mais donc, tu vois, sauf que l'hypervigilance n'est pas adaptée. Pas tout le temps. Et même, c'est fatigant. C'est très C'est très fatigant. C'est l'organisme. Et donc, en fait, déjà, juste ça, ben, c'est OK de se tromper, quoi. Il est où le danger, en fait? Je vais rester là-dessus parce que je pense que c'est un mot de la fin qui est hyper important pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont une grande sensibilité, de se dire, bon, ben, peu importe finalement la configuration, alors qu'on parle d'astrologie, mais c'est aussi ça, peu importe la configuration astrale, osons. Alors bien sûr que selon le thème, il y a des périodes peut-être favorables ou moins favorables, mais osez vivre votre vie, quoi qu'il arrive. Et je trouve que tu es un bon exemple pour ça. C'est plus que oser vivre votre vie, en fait, parce que c'est quoi vivre sa vie si on ne sait pas, enfin, c'est bien. Oser aller à la rencontre de vous-même, oser faire ce voyage de la connaissance de soi, pour vous libérer finalement de peurs qui vous paralysent et qui vous empêchent d'être spontané. Cette spontanéité qui va permettre de vivre des expériences agréables ou désagréables, mais c'est la vie. C'est ça, c'est d'accepter que parfois il y a de la souffrance aussi et qu'elle fait partie de la vie. C'est la vie et ça on peut pas. En fait, c'est sortir du contrôle, hein, de cette illusion du contrôle. Un petit jeu pour terminer, Sandrine, c'est ce que j'aime bien faire aussi. Si l'astrologie était un son ou une chanson, pour toi, ce serait quoi? Le home. Home. Ouais, home. Si elle était une couleur? Le violet ou le rose gold. Tu sais, le rose avec les paillettes, le rose que j'aime, que tu vois partout, qui est un peu massif. Ouais. Excellent. Ouais. Mais bon, je pense que c'est plus le violet quand même. Plus le violet. Oui. C'est la par contre, du rose gold, parce que je mets des paillettes, parce que j'y mets tout ça et beaucoup l'amour. Mais sinon, en soi, du violet, oui. Quelle était une matière ou un tissu? La soie. Une odeur? Une odeur, le jasmin. Et un plat? Un plat iranien. Une cuisine fusion. Voilà, une cuisine fusion, je dirais. Mais je ne peux pas te dire à laquelle, mais avec peu de cuisson. Cuisine moderne, fusion, très un peu japonaise, un peu, tu vois, voilà. Légère et peu de oui, voilà. Avec des cuissons très subtiles, avec vraiment, voilà, pas après, oui, voilà, pas forcément un ragoût, quoi. Oui, c'est ce que j'ai compris. Ça pourrait, parce qu'en fait, dans un ragoût, on mélange tous les bons ingrédients aussi, donc oui, pourquoi pas. Et c'est très bon quand ça mijote un moment, hein.
Voilà, donc si aussi, les deux, voilà. Donc ou un bon pot-au-feu, ou un bon mijoté, ou alors quelque chose de très, voilà. Pour terminer, est-ce que tu es d'accord de tirer une carte? Oui, volontiers. Parce que Sandrine a créé ce jeu qui est extra. Moi, je l'adore. Je tire tous les Ouais, cartes merci. ainsi. Je le trouve génial. Vraiment, merci. Pas plus tard que tout à l'heure, ma sœur m'a envoyé la photo de la carte qu'elle avait tirée pour avoir une réponse à sa question. C'était bluffant. Je reçois beaucoup de témoignages où on me dit, Sandrine, ça répond, ça répond. Je dis, je suis ravie, mais j'ai fait en sorte de vraiment laisser descendre chaque message. Est-ce que ça fait partie de la sensibilité, Sandrine, d'avoir cette Je capacité pense. à recevoir? Oui, oui, oui. J'ai capacité à partir, tu sais. Depuis que je suis petite, hein, je me vois encore sur les bancs de l'école et il y avait un grand arbre à côté, j'étais près de la fenêtre, je partais, je m'évadais, je n'écoutais quasiment pas ce qu'on racontait. Par contre, mon attention revenait quand il y avait un truc important à capter. Et j'ai toujours entendu des mots, j'ai toujours des... Là, j'écris, bon, quand j'écris, j'ai les mots qui dansent dans ma tête et après, je les écris. Donc, ouais, je pense que c'est une perception. Enfin, c'est ma façon, en tout cas, d'être sensible. Ou comment s'exprime ma sensibilité. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse une petite carte, un petit tirage collectif? Ah bah Aux oui, trois. on est trop cartes. Donc, ben, je vous invite à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux et à choisir une carte, la 1, la 2 ou la 3. Ne réfléchissez pas, vous pouvez poser une question précise, vous demandez juste une guidance. Demandez à l'astrologie de vous guider au ciel étoilé. Première carte, c'est la carte du soleil qui te dit lève-toi et brille. Le soleil est une porte qui s'ouvre vers des horizons lumineux dès à présent. Donne de la valeur à la belle personne que tu es, car tu es unique, charismatique et formidable. Et si tu as posé une question, la réponse à cette question, c'est un grand oui. Donc c'est chouette. Deuxième carte, c'est Uranus. Uranus, la science d'Uranie, l'astrologie. Et soudain, voilà le changement. Uranus est l'éveilleur du futur. On en parlait. Uranus est lié à l'énergie du Verseau, donc ce sont les éveilleurs du futur. Tu es là pour expérimenter, pour vivre. Garde ton esprit orienté vers l'évolution, la joie. Entoure-toi de personnes originales et inspirantes qui te tirent vers le haut. Et si tu as posé une question, la réponse, c'est que tout va bien se passer, le meilleur est à venir. Ça, c'est les Verseaux, c'est les Uraniens. Et ensuite, tu as choisi la troisième carte, c'est Neptune rétrograde qui te dit que tu progresses à pas de géant. Neptune rétrograde déchire le voile des illusions qui étaient nécessaires. Quand on en parlait tout à l'heure, les illusions. Elles sont toujours nécessaires puisqu'elles nous protègent ou elles nous permettent d'avancer. Mais maintenant que tu vois clair, chaque jour, tu avances un peu plus vers tes rêves. Tu y vois de plus en plus clair et tu perçois les choses telles qu'elles sont. Et le message ou la réponse, c'est « Hey, t'assures ». Parce que c'est quand même quelque chose, hein, l'expérience sur Terre. Une grande expérience et parfois c'est la... Courageux. Oui, oui. Et cette matière dont on parlait, pour certains hypersensibles, elle est compliquée à aborder. Mais je trouve ces trois messages résumant très très bien toute notre discussion. Oui, c'est chouette que ce soit ces cartes-là qui soient sorties. Et c'est vrai que j'ai vraiment voulu que chaque carte soit... si la planète devait parler directement, si elle était une personne, qu'est-ce qu'elle dirait? Et résume l'essence finalement du message de la planète. J'ai vraiment souhaité que ça soit ça. C'est comme ça que je l'ai conçu, cet oracle. J'ai un peu la même approche que toi dans l'idée qu'on trouve nos réponses à l'intérieur de nous, que le travail il se fait d'abord chez nous pour après rayonner dans le monde. Et de mon côté, j'ai créé un autre. Moi, j'ai créé un oracle qui s'appelle Les saisons en moi. Euh, Est-ce que tu serais d'accord que je tire juste une carte pour voir quel est le message par rapport à notre rencontre là ce soir? Enfin, ce soir chez toi, chez toi c'est le matin, mais ici on est Et là, moi, c'est le matin. Ouais. aujourd'hui, quoi. Et de regarder comment ça se résume. Ah, ben tu vois, c'est je rayonne. Magnifique. Superbe. Voilà, en résonance complète. Absolument. Non, il est très beau ton jeu. Très, très beau. Merci. Je rayonne. Donc voilà.
Je pense que les cartes donnent toutes des bons conseils pour les personnes qui ont une grande sensibilité. Quand on va chercher une carte, on y va avec le cœur. On dit souvent avec la main gauche, mais c'est pas grave si c'est la main droite. En fait, notre énergie est attirée vers la carte qui est la bonne pour nous et qui va faire écho à une énergie qu'on a à l'intérieur de nous. Comme toutes les réponses sont en nous. Ça vient activer quelque chose qui est latent. Eh ben, je pense que je ne pouvais pas dire mieux. Merci Sandrine de l'exprimer comme ça. C'est effectivement ça que je vis quand je tire tes cartes et celles d'autres, parce que j'en ai bien sûr plein, comme toi. Je pense que tu en as plein, parce que on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais l'hypersensibilité au subtil, à l'invisible, euh, elle est aussi importante parce qu'elle nous permet de créer et de tisser des ponts entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, et finalement d'avoir des guidances, comme tu le dis très bien et comme tu le manifestes très bien à travers tous tes ouvrages d'ailleurs, hein. Ouais, c'est vraiment ça. C'est tisser du lien, du sens entre le visible et l'invisible. En tout cas, merci Sandrine d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui dans ce regard croisé. C'était comme d'habitude, chaque fois que je t'entends, d'une richesse incroyable. J'ai bu tes paroles comme d'habitude. Merci d'être cette personne aussi inspirante. Je pense que d'avoir des gens comme toi, ça donne aussi des motivations et peut-être du courage à d'autres personnes qui aimeraient aussi et autant rayonner que toi. Ben, je te remercie, c'est vraiment très gentil de me dire ça et j'ai passé un très bon moment et j'espère que notre échange voilà, va allumer des petites lumières, des étoiles, faire pétiller quelque chose. Merci Sandrine. À bientôt. Et à toi, gros bisous à tout le monde. Et merci d'avoir passé ce temps avec nous et à tout bientôt.